Poutine, ange ou démon? Pour les uns, c'est Poutine le boucher, le va-t-en-guerre, le bourreau du peuple russe, celui qui déporte les enfants, le milliardaire dont la fortune dépasserait les 200 milliards de dollars, le fossoyeur de la Russie, l'homme qui veut déclencher l'apocalypse nucléaire et dont le nom est associé aux missiles hypersoniques capables de raser un pays. Pour les autres, c'est le sauveur de la Russie éternelle, le gardien des traditions ancestrales et qui a inscrit Dieu dans sa nouvelle constitution, l'homme qui s'oppose de façon frontale à ceux qui veulent soumettre le monde à leur volonté. En tout cas, Poutine aimé ou détesté, ce qui relève plus des états d'âme et des sentiments, ne laisse personne indifférent. Au-delà de l'image positive ou négative, véhiculée depuis plus de 20 ans par ses admirateurs et ses détracteurs inconditionnels, qui est vraiment cet homme issu du petit peuple et qui est ce dirigeant du vaste empire des tsars? Au-delà de nos impressions et de nos sentiments nécessairement subjectifs, nous essayerons de voir objectivement ce que le responsable et le dirigeant politique, Vladimir Poutine, représente pour sa nation, pour son peuple et pour l'avenir de son pays, la Russie. Nous essayerons de faire un rapide retour sur le passé, son histoire politique, bien entendu, pour tenter de comprendre le présent, son présent à lui, en tant que président de la Fédération de Russie. Poutine de l'université à ses premiers pas au KGB. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Saint-Pétersbourg. Il est issu, contrairement à beaucoup de dirigeants, d'une famille ouvrière modeste. En 1970, il s'inscrit à l'université de Leningrad, d'où il sort diplômé en droit en 1975. Il est l'auteur d'un mémoire de fin d'études sur le principe du commerce de la nation la plus favorisée en droit international. Pour un futur président, c'était déjà tout un programme. À sa sortie de l'université, en 1975, et, après une formation initiale sommaire, dont évidemment on ne sait pas grand-chose, il entre au service territorial décentralisé du KGB, Comité de sécurité de l'État, services spéciaux de l'époque soviétique, à la direction du KGB pour la ville de Leningrad et sa région, où il sert pendant plusieurs années, d'abord comme subalterne, ensuite comme officier opérationnel dans le service du contre-espionnage dans la même ville. Il est alors chargé de traquer les espions étrangers et les éléments anti-soviétiques, sous le patronage de la 5e direction du KGB. À l'instar de tous les services spéciaux, le KGB n'envoie en poste à l'étranger que des hommes mariés, en écartant de fait les célibataires et les homosexuels afin d'éviter toute autre liaison. Vladimir Poutine se marie en 1983. Avec le grade de commandant, il est envoyé à Moscou suivre pendant une année une formation à l'Institut Andropov du KGB. Il revient à Leningrad dans l'unité locale, mais cette fois-ci sous la tutelle de la première direction générale du KGB. La première direction du KGB étant la forme administrative de l'espionnage politique extérieur. Poutine passe ensuite dans la réserve active pour se préparer à une mission opérationnelle en Allemagne de l'Est, RDA. Poutine agent secret en Allemagne de l'Est. En 1985, il part à Dresde, en Allemagne de l'Est, officiellement comme employé consulaire. Mais en tant que commandant des services secrets soviétiques, son rôle, en Allemagne, était de recruter des espions au profit du KGB. Il restera en Allemagne de l'Est jusqu'en 1989 comme officier du service d'espionnage soviétique. Après la chute du mur de Berlin, il empêche, arme à la main, les services secrets américains et ouest-allemands de pénétrer dans les locaux du KGB qui voulaient mettre la main sur les dossiers. Documents qu'il a détruits lui-même, selon les uns, ou qu'il a gardés, selon les autres. Au-delà de ce qui peut se raconter ici ou là sur la carrière de Poutine dans le renseignement soviétique, on sait simplement qu'il a quitté l'Allemagne de l'Est avec le grade de lieutenant-colonel. D'ailleurs, prétendre savoir tout sur un officier du renseignement, notamment du KGB, est véritablement un non-sens. Donc, entendre de soi-disant anciens du renseignement soviétique gloser sur les plateaux télé ou dans les colonnes de la presse écrites sur Poutine ou le KGB est tout simplement de l'esbrouf. Dévoiler des secrets d'État, ça s'appelle de la haute trahison et c'est signer son arrêt de mort. Le cas de Snowden en est l'exemple. Il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de Poutine qui a, pour des raisons politiques, lui a accordé l'asile politique et ensuite, la nationalité russe. Par conséquent, à part ses supérieurs hiérarchiques, nul ni personne, y compris parmi ses proches, ne savent grand-chose sur les éléments importants de la vie professionnelle de Vladimir Poutine. Poutine, de Dresde à Saint-Pétersbourg. Après l'unification allemande, il est rappelé en Russie en février 1990.
Poutine retourne alors à Leningrad pour y reprendre son service opérationnel à la direction locale du KGB avec en couverture le poste de conseiller auprès du recteur de l'université de Leningrad, Anatoly Sobchak, qui était, 15 ans plus tôt, son professeur de droit et directeur de thèse. En réalité, Poutine n'a que faire de conseiller un recteur. Il était là pour traquer les espions étrangers, venus spécialement en URSS pour pousser les étudiants à se révolter et précipiter la mort de l'Union soviétique. Il semblerait, contrairement aux autres universités de l'Union soviétique, que Poutine ait pu épurer l'université de Leningrad de tous les éléments perturbateurs et de tous les nids d'espions qui commençaient à pulluler. Il se lie aussi d'amitié avec son ancien professeur de droit et recteur, Sobchak. Du rectorat à la mairie de Saint-Pétersbourg en juin 1991, le recteur Sobchak est élu maire de la ville de Saint-Pétersbourg. Le nouveau maire de la ville invite Poutine à devenir son conseiller aux affaires internationales. La réalité de ces nouvelles fonctions consiste à écarter les délégations étrangères qui venaient à Saint-Pétersbourg sous le prétexte de la coopération, mais qui sont envoyées dans le but de glaner des informations sensibles et prêter main forte aux services de renseignements étrangers. Pour cette mission, Poutine est l'homme de la situation et l'ancien recteur le savait. Par ailleurs, Poutine a joué un rôle déterminant dans les négociations entre le KGB de Leningrad et les structures militaires liées aux putschistes de Moscou et tenant de la ligne dure du Parti communiste de l'Union soviétique qui déposèrent brièvement le président Mikhaïl Gorbatchev en août 1991. Certains biographes prétendent que Poutine a démissionné du KGB, alors qu'aucun document officiel ne fait état de cette démission. En tout cas, entre 1992 à 1996, Poutine devient responsable des relations extérieures de la mairie de Saint-Pétersbourg et pour un temps, premier adjoint. À l'automne 1995, le maire de Saint-Pétersbourg le nomme président de la section locale du parti du Premier ministre Tchernomydine, appelé Notre Maison la Russie. En 1996, après la défaite de Sobchak à sa réélection à la mairie de Saint-Pétersbourg, fidèle à ce dernier, Poutine refuse de travailler pour la nouvelle équipe municipale et démissionne en 1996. De Saint-Pétersbourg à Moscou. Au service de Boris Yeltsin, 1996 à 1999. Il est nommé à Moscou adjoint au directeur du département de l'administration des propriétés présidentielles. En 1997, il entre dans l'administration présidentielle en tant que responsable du département principal de contrôle. Une fonction qui lui a permis de faire appel à beaucoup d'anciens collègues du KGB, nationalistes purs et durs, qu'il a placés lui-même aux postes les plus sensibles de surveillance et de contrôle. Il surveillait en catimini le personnel politique et les oligarques qui ont mis la main sur tous les secteurs économiques de l'Union soviétique. En 1998, il est nommé patron du service fédéral de la sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, anciennement KGB. Durant plus d'une année, il a structuré et ramené d'anciens officiers du KGB, laissés sur le carreau après la chute de l'Union soviétique et qui ont choisi de rester en dehors du système de corruption instauré par Yeltsin et son entourage. En 1999, il est nommé à la fonction de président du gouvernement, Premier ministre, et occupe en parallèle le poste, hautement stratégique, de secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Un poste qui lui a permis d'observer de plus près le démantèlement et le partage entre oligarques de tout le patrimoine de l'Union soviétique. Pétrole, industrie, technologie, des usines entières ont été cédées à un rouble symbolique à des mafieux. Même les capsules spatiales des premiers cosmonautes soviétiques, dont celle de Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace, et de Titov, le deuxième, ont été mises aux enchères. Pour quelques milliers de dollars, versés en dessous de table, aux politiciens moscovites, n'importe quelle délégation occidentale avait accès aux établissements les plus stratégiques de l'ère soviétique. C'est dire l'état de la Russie à l'époque de Boris Yeltsin. Poutine, éduqué à la dure à l'école du contre-espionnage du KGB, a subi cette rasiature. Les ressources et les symboles du peuple russe comme une humiliation personnelle. Un gâchis. N'ayant ni les moyens de réagir, ni la puissance nécessaire pour faire face à cette puissante mafia politico-financière qui s'est emparée littéralement des richesses de l'ex-Union soviétique, il a préféré faire profil bas et d'attendre le moment opportun pour frapper, tout en engrangeant
En tant qu'ancien lieutenant-colonel du KGB, des renseignements compromettants sur les uns et les autres. D'ailleurs, kompromat est un terme russe qui désigne des documents compromettants utilisés contre une personnalité. Méthode reprise par tous les services de renseignement et récemment par le Mossad dans l'affaire de pédophilie, touchant d'innombrables personnalités du monde politique et de grands patrons, affaire dite Epstein. Poutine, redoutable joueur d'échecs, savait attendre et réfléchir pour avoir 2 à 3 coups d'avance sur ses adversaires. Il n'est certainement pas du genre à foncer dans le tas, ni le type de personne à agir d'abord, pour réfléchir ensuite. Ascension de Poutine en 1999, les réseaux de l'ex-KGB ont été réactivés au sein de la classe dirigeante russe. Les officiers du FSB, fidèles à Poutine, ont infiltré tous les rouages politiques et économiques de la Fédération de Russie. Poutine veut savoir tout sur tout le monde. Et désormais, il en sait beaucoup trop, au point que Boris Yeltsin, très affaibli et sous l'influence d'un entourage totalement dégénéré, ne pouvait faire autrement que de le nommer président du gouvernement en août 1999, en remplacement de Sergueï Stepachine. Certains voient dans cette nomination un geste de reconnaissance d'Yeltsin envers Poutine pour avoir fait échouer une enquête menée sur ce dernier par le procureur général. D'autres ont vu dans la nomination de Poutine une tentative de l'establishment politico-financier d'intégrer Poutine afin de le corrompre et mettre fin aux agissements des agents du FSB. Quoi qu'il en soit, Poutine a joué le jeu et ne fait rien contre la corruption. Au début, il se présentait même comme l'ami des oligarques, qui l'auraient aidé afin de ne réveiller aucun soupçon sur ses véritables intentions. En septembre 1999, des attentats contre des zones résidentielles ont fait plusieurs centaines de victimes à Moscou et ailleurs en Russie. Attentats que la version officielle a attribués aux terroristes tchétchènes. Une version contestée par certains journalistes et opposants politiques à Poutine. Si on connaît les auteurs de ces attentats, on ignore quels en sont les commanditaires. En tout état de cause, lors d'une conférence, fin septembre, au Kazakhstan, Poutine a déjà donné le ton de la façon dont il va gouverner. Il faudra, a-t-il dit, buter les terroristes jusque dans les chiottes. Pour Poutine, les terroristes ne sont que les mercenaires islamistes tchétchènes et les chiottes, ce sont leurs parrains américains. En tout cas, la seconde guerre de Tchétchénie, appelée opération antiterroriste, a commencé le 1er octobre 1999. Poutine a compris que les islamistes tchétchènes n'étaient qu'un instrument entre les mains des puissances occidentales visant à déstabiliser la Russie, à la manière de l'Iran, de l'Afghanistan et aujourd'hui, du Sahel. Premier mandat présidentiel 2000 à 2004, la démission surprise de Boris Yeltsin. Une question que tout un chacun a le droit de se poser. Boris Yeltsin n'était-il pas poussé à la porte par Poutine? Nul ne le sait. Personne, à part les responsables du renseignement russe et l'entourage direct de Boris Yeltsin, ne peut prétendre en connaître les tenants et les aboutissants de cette démission sans se ridiculiser. Quoi qu'il en soit, le 31 décembre 1999, Poutine, en sa qualité de président du gouvernement, devient président par intérim. Chose curieuse, le premier acte officiel, signé par Poutine, était un décret présidentiel assurant à Boris Yeltsin une immunité totale pour toute poursuite judiciaire le concernant, ainsi que les membres de sa famille. Selon certaines indiscrétions, Poutine a conditionné son décret par le remboursement d'une bonne partie des fonds détournés par des proches à Boris Yeltsin. Donc, cette histoire de démission d'Yeltsin à cause de fatigue est au minimum suspecte. Poutine est alors officiellement élu président de la Fédération de Russie le 26 mars 2000. Il entre officiellement en fonction pour son premier mandat, le 7 mai 2000. Dès sa prise de fonction, Poutine affiche la couleur, redonner la puissance et la grandeur à la Russie éternelle par tous les moyens. Rappelons brièvement le contexte de la situation socio-économique à l'arrivée de Poutine en 2000. Selon un sondage indépendant réalisé à la même période, 70% des personnes interrogées se disent préoccupées par les pénuries de biens alimentaires et autres. Des reportages réalisés à l'époque par des télévisions occidentales montraient des magasins au rayonnage vide, files d'attente interminables pour l'achat d'1 kg de farine de blé, réinstauration des tickets de rationnement, vente sous le manteau de la vodka frelatée causant des centaines de morts, des professeurs d'université devenus chauffeurs de taxis clandestins ou marchands ambulants, un taux de suicide qui explose, et de l'autre côté de la barrière, des oligarques proches de l'ancien pouvoir, achetaient des yachts, de luxueuses villas à Londres, à Monaco ou à Genève et cachaient leurs milliards de dollars dans des paradis fiscaux. Ce fut la réalité de la Russie durant les années 1990 à 2000.